Ma belle-mère a giflé ma fille de 6 ans parce qu'elle ne voulait pas donner sa robe à la fille de ma belle-sœur. Quand je les ai confrontés, ma belle-sœur m'a craché au visage en disant « Tu devrais apprendre les bonnes manières à ta fille ». Mon mari, lui, se tenait là, hochant la tête en signe d'approbation. Vous savez, ils avaient raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté. J'ai simplement pris ma fille par la main et j'ai quitté les lieux immédiatement. Cette nuit-là, j'ai fait nos valises et je suis partie. Ce que j'ai fait ensuite les a tous laissés sans voix. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie se transformerait en une histoire de vengeance digne de Reddit, mais nous y voilà. Je m'appelle Amber et voici l'histoire de comment mon mariage a implosé au mariage de mon beau-frère et comment j'ai retourné la situation de la manière la plus spectaculaire qui soit. Laissez-moi commencer par le début. J'étais mariée à David depuis 8 ans et nous avions une magnifique fille nommée Rose. David venait de ce que je ne peux décrire que comme une dynastie familiale toxique. Sa mère, Beth, était le genre de femme qui croyait que le monde tournait autour de ses précieux fils, et sa sœur, Carol, était une copie conforme du comportement arrogant et capricieux de leur mère. Le mariage était celui du frère cadet de David, Mark. C'était censé être une occasion joyeuse, mais la famille Johnson avait le don de transformer chaque célébration en une lutte de pouvoir. Rose était si excitée de porter sa nouvelle robe, une magnifique création rose pâle avec des petites fleurs que nous avions choisies ensemble spécialement pour ce jour. Elle était absolument adorable dedans, et j'avais dépensé de l'argent que je n'avais pas vraiment pour m'assurer qu'elle se sente spéciale. Les ennuis ont commencé pendant la réception. La fille de Carol, Sophia, était notoirement gâtée pourrie. À 5 ans, elle affichait déjà le même comportement de princesse que sa mère et sa grand-mère. Quand Sophia a vu la robe de Rose, elle a immédiatement décidé qu'elle la voulait. « Je veux cette robe », a annoncé Sophia en pointant Rose du doigt. « C'est la robe spéciale de Rose pour aujourd'hui, ma chérie », ai-je dit doucement, essayant de détourner l'attention. Mais Carol n'allait pas laisser tomber. « Allez, Amber. Laisse les filles échanger. Sophia aime vraiment cette robe, et honnêtement, elle lui irait mieux de toute façon. » J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé ma voix stable. Rose a choisi cette robe spécifiquement pour aujourd'hui. Elle attendait avec impatience de la porter. C'est à ce moment-là que Beth a décidé de s'en mêler. Amber, ne sois pas ridicule. Ce ne sont que des enfants. Rose peut porter autre chose. Non, a dit Rose doucement, agrippant le bas de sa robe. C'est la mienne. Et c'est là que c'est arrivé. Beth, cette femme qui était censée être la grand-mère de Rose, a levé la main et a giflé ma fille de 6 ans en plein visage. Le son a résonné dans la salle de réception et le cri de choc et de douleur de Rose m'a transpercé comme un couteau. Je me suis avancée vers elle, mes instincts protecteurs en alerte, mais avant que je puisse atteindre Rose, Carol s'est mise sur mon chemin. « Tu devrais apprendre les bonnes manières à ta fille », a-t-elle dit, avant de me cracher directement au visage. Je suis restée là, stupéfaite, la salive de Carol coulant sur ma joue. Ma fille pleurait. Ma belle-mère se tenait là, l'air satisfaite. Et ma belle-sœur me souriait d'un air suffisant, comme si elle venait de remporter une sorte de victoire. Mais le pire de tout, a été de me tourner et de voir mon mari, l'homme qui était censé protéger notre fille, se tenir là, hochant la tête en signe d'approbation. « Tu sais qu'elles ont raison, Amber », a dit David, sa voix portant ce ton condescendant que j'avais appris à détester. Rose a besoin d'apprendre à partager. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Pas seulement brisé, ça a volé en éclats. Cet homme, qui avait promis d'aimer et de protéger notre famille, prenait le parti des personnes qui venaient d'agresser notre enfant, notre fille de 6 ans. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas fait de scène qui leur aurait donné des munitions à utiliser contre moi plus tard. Au lieu de cela, je me suis approchée de Rose, j'ai essuyé ses larmes et je lui ai pris la main. « On s'en va », ai-je dit doucement. « Amber, ne sois pas si dramatique », a crié Beth derrière nous. « Ce n'est qu'une petite gifle. Les enfants ont besoin de discipline. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement quitté cette salle de réception, la main de ma fille dans la mienne, laissant derrière moi un mariage dont je réalisais maintenant qu'il était mort depuis des années.
Cette nuit-là, pendant que David était encore à la réception, probablement en train de célébrer avec son horrible famille, j'ai fait nos valises. J'ai jeté tout ce qui était important dans des valises, vêtements, documents, les jouets préférés de Rose, mon ordinateur portable et le peu d'argent que j'avais secrètement économisé en cas d'urgence. J'avais appris en regardant trop de documentaires sur des crimes réels qu'il fallait toujours avoir un fonds de secours. Rose était silencieuse pendant que je faisais les valises, assise sur son lit, me regardant plier les vêtements avec l'efficacité de quelqu'un qui avait mentalement répété ce moment d'innombrables fois. Sa joue portait encore la marque rouge de la gifle de Beth. Et chaque fois que je la regardais, ma résolution se renforçait. « Maman, on part en voyage ?» a-t-elle demandé de sa petite voix. « Oui, ma chérie. Nous allons rester chez tante Rachel pendant un moment », ai-je dit, faisant référence à ma sœur qui vivait à 3 heures de route. Rachel me pressait de quitter David depuis des années, sentant ce que j'avais été trop aveugle ou trop pleine d'espoir pour voir. « Et papa ? » J'ai fait une pause dans mes bagages, réfléchissant à la manière de répondre. Papa a fait des choix ce soir qui nous ont fait du mal à toutes les deux. Nous avons besoin de passer un peu de temps loin de lui pour réfléchir. Rose a hoché la tête solennellement. À 6 ans, elle était déjà trop familière avec le concept d'adulte faisant de mauvais choix qui blessent les enfants. Cette prise de conscience m'a de nouveau brisé le cœur. Pendant que je faisais les valises, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de la famille de David. Beth avait envoyé un long texto sur le fait que je surréagissais et que les enfants devaient apprendre le respect. Carole a envoyé une série de messages de plus en plus méchants, me traitant de dramatique et de pathétique. Même la nouvelle épouse de Marc, Lisa, a envoyé un message me demandant de penser à la famille et de revenir pour arranger les choses. J'ai fait des captures d'écran de chaque message. La documentation était devenue une seconde nature pour moi au fil des ans, même si je n'avais jamais imaginé que j'en aurais besoin pour quelque chose comme ça. Le message le plus révélateur est venu de David lui-même. Envoyé à 2h47 du matin, « Amber, tu me mets dans l'embarras. Toute ma famille demande où tu es. Reviens et nous en parlerons demain quand tu te seras calmé. Pas d'excuses. Pas d'inquiétude pour Rose. Juste la peur pour sa propre image. » C'était si typiquement David que j'ai failli en rire. J'ai fini les bagages et j'ai tout chargé dans ma voiture pendant que Rose dormait. La maison semblait différente dans l'obscurité, non plus comme un foyer, mais comme un musée d'une vie que je laissais derrière moi. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois, prenant des photos avec mon téléphone. Pas pour des raisons sentimentales, mais pour la documentation. Je voulais des preuves de la façon dont nous avions vécu, de ce que nous avions construit ensemble avant que les avocats de David ne puissent prétendre que nous n'avions rien. Dans le bureau de David, j'ai trouvé exactement ce que j'espérais ne pas trouver. Des documents financiers montrant des comptes dont j'ignorais l'existence. Des portefeuilles d'investissement à son seul nom. Une police d'assurance vie où il avait récemment changé le bénéficiaire, passant de Rose et moi à seulement Rose, avec Beth désignée comme tutrice si quelque chose m'arrivait. Les implications de ce changement, effectué seulement 3 mois auparavant, m'ont donné des frissons dans le dos. J'ai tout photographié avec mon téléphone, puis j'ai soigneusement remis les documents exactement comme je les avais trouvés. La nature méticuleuse de David jouait en ma faveur. Il ne remarquerait jamais qu'ils avaient été dérangés, à moins qu'il ne cherche des preuves de mon indiscrétion. Le trajet jusqu'à chez Rachel a duré 4 heures au milieu de la nuit. Rose a dormi dans son siège auto pendant la majeure partie du voyage, s'agitant de temps en temps pour demander si nous étions bientôt arrivés. Chaque kilomètre qui s'interposait entre nous et la famille de David semblait être un poids qui se soulevait de mes épaules. Rachel nous a accueillis à sa porte en pyjama, étant restée éveillée malgré l'heure tardive. Elle a jeté un coup d'œil à l'ecchymose sur le visage de Rose et nous a serrés toutes les deux dans une étreinte féroce. « J'aurais dû insister davantage pour que tu le quittes il y a des années », a-t-elle murmuré alors que Rose s'assoupissait sur son canapé. « Je n'étais pas prête à l'époque, ai-je admis. Je n'arrêtais pas de penser que les choses s'amélioreraient, qu'il finirait par tenir tête à sa famille. Que Rose suffirait à lui faire nous choisir. Et maintenant ? Maintenant je sais. Ce soir m'a montré exactement qui est David quand ça compte vraiment.
C'est un lâche qui choisira toujours la voie de la moindre résistance, même si cela signifie sacrifier son propre enfant. Rachel nous a préparé du thé et a écouté pendant que je racontais en détail les événements de la soirée. En tant qu'infirmière, elle avait déjà vu des cas de maltraitance d'enfants, et son évaluation professionnelle était plus sombre que je ne l'avais espéré. Amber, ce que Beth a fait n'était pas de la discipline. C'était une agression. Rose va avoir besoin de thérapie pour surmonter ça, surtout avec son propre père qui ne la protège pas. Et cette marque sur son visage, nous devons la documenter correctement. Le lendemain matin, nous avons emmené Rose chez la pédiatre de Rachel, le docteur Kim, qui soignait des enfants depuis 20 ans. Elle a jeté un coup d'œil à la joue de Rose et a immédiatement commencé à tout documenter, photos, mesures, notes détaillées sur le schéma de la blessure. Ceci est compatible avec la main d'un adulte frappant le visage d'un enfant avec une force considérable, m'a dit le docteur Kim en privé. Le schéma de l'ecchymose montre que ce n'était pas une légère tape. Quiconque a fait cela avait l'intention de causer de la douleur. Elle m'a fourni des copies de toute la documentation médicale ainsi que son évaluation professionnelle selon laquelle cela constituait une maltraitance infantile. C'était dévastateur à entendre, mais exactement ce dont j'avais besoin pour la bataille juridique que je savais imminente. Cet après-midi-là, David a finalement appelé. Amber, qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang? Tu ne peux pas simplement disparaître avec Rose. Je suis son père. Tu es l'homme qui est resté là à regarder ta mère agresser notre fille, ai-je répondu calmement. Tu es l'homme qui m'a dit qu'elles avaient raison de la blesser. Ce n'était pas une agression, Amber. C'était de la discipline. Tu es ridicule. David, je vais te le dire une fois. Et je veux que tu écoutes attentivement. Ta mère a frappé physiquement notre fille de 6 ans assez fort pour lui laisser des bleus parce que Rose ne voulait pas donner sa robe. Ta sœur m'a craché au visage et tu les as soutenus. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance. Tu montes tout ça en épingle. Rose a besoin d'apprendre. Je lui ai raccroché au nez. Pour la première fois en 8 ans de mariage, j'ai raccroché au nez de David en plein milieu de sa phrase. Le pouvoir de ce simple geste était enivrant. Au cours des jours suivants, les appels et les messages se sont intensifiés. La stratégie de David semblait osciller entre la colère, la manipulation et les fausses promesses. Sa famille s'y est mise, Beth laissant des messages vocaux sur la façon dont j'éloignais Rose de sa grand-mère aimante et Carole envoyant des textos sur la façon dont je détruisais la famille pour rien. L'appel le plus révélateur est venu directement de la mère de David. La voix de Beth sur le message vocal était froide et calculatrice. Amber, tu fais une énorme erreur. David est un bon pourvoyeur et Rose a besoin de stabilité. Si tu penses que tu peux t'en sortir seul, tu te fais des illusions. Tu reviendras en rampant d'ici 1 mois. Note bien mes paroles. Et quand tu le feras, ne t'attends pas à ce que nous t'accueillions à bras ouverts. J'ai sauvegardé ce message vocal. Le masque de Beth était tombé, révélant la femme manipulatrice sous la façade de la grand-mère. Elle ne se souciait pas du bien-être de Rose. Elle se souciait de maintenir le contrôle. Rachel m'a aidé à rechercher des avocats spécialisés en divorce pendant que Rose jouait avec ses cousins. La normalité des rires d'enfants en arrière-plan pendant que je planifiais la dissolution de mon mariage semblait surréaliste, mais aussi pleine d'espoir. Rose semblait déjà plus légère, plus détendue, loin de la tension constante de la dynamique familiale de David. Tu as besoin de quelqu'un qui se spécialise dans les affaires de garde d'enfants très conflictuelles, a conseillé Rachel. Quelqu'un qui comprend la violence psychologique et l'aliénation parentale. C'est alors que je me suis souvenu de Margaret Chen, l'une des associées de mon cabinet d'avocats. Margaret avait bâti sa réputation en protégeant les mères et les enfants de situations familiales abusives. J'avais assisté sur certains de ses dossiers et l'avais vu réduire des hommes adultes en larmes avec sa préparation méticuleuse et sa défense acharnée. J'ai appelé Margaret le lundi matin, 3 jours après l'incident du mariage. Amber, je me demandais quand tu appellerais, a dit Margaret, me surprenant. Linda Morrison a mentionné que tu pourrais avoir besoin d'aide. Linda Morrison était la femme de l'associé principal, et plus important encore, la femme du superviseur de David.
J'avais oublié mon amitié avec Linda dans le chaos de tout le reste. J'ai entendu ce qui s'est passé, assez pour savoir que tu as besoin d'une représentation légale immédiatement. Peux-tu être dans mon bureau cet après-midi et tout apporter? Photos, dossiers médicaux, documents financiers, tout. Le bureau de Margaret ressemblait à une salle de guerre. Des graphiques couvraient les murs, des livres de droit étaient empilés partout, et son bureau était couvert de dossiers. Elle a écouté sans interruption pendant que je racontais toute l'histoire, prenant parfois des notes ou demandant des éclaircissements. C'est en fait plus simple que la plupart des cas que je traite, a-t-elle dit quand j'ai fini. Tu as une documentation claire de l'agression, de multiples témoins, des dossiers médicaux et des preuves de l'incapacité de ton mari à protéger. Le défi sera les ressources et les relations de la famille de David. Que veux-tu dire? Beth est bénévole à l'hôpital pour enfants, ce qui lui donne de la crédibilité dans la communauté. Le mari de Carol est avocat, ce qui signifie qu'ils auront des conseils juridiques. David travaille dans la finance. Donc il a l'apparence de la stabilité. Ils essaieront de te dépeindre comme une mère instable qui surréagit à une discipline familiale normale. Mon cœur s'est serré. Alors, il pourrait gagner? Margaret a souri sombrement. Oh, ma chérie, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je fais ça depuis 15 ans, et je n'ai jamais perdu une affaire impliquant une maltraitance infantile claire. Nous allons les noyer sous la documentation, les témoignages d'experts et les précédents juridiques. Quand j'en aurai fini, ils regretteront d'avoir jamais touché ta fille. La stratégie juridique que Margaret a exposée était complète et impitoyable. Nous allions demander le divorce et la garde d'urgence simultanément, cherchant une protection immédiate pour Rose. Nous poursuivrions des accusations criminelles pour l'agression. Nous documenterions chaque cas de harcèlement et d'intimidation de la part de la famille de David. Et nous utiliserions les propres mots et actions de David contre lui pour démontrer son inaptitude en tant que parent. La clé, a expliqué Margaret, est de contrôler le récit dès le début. Nous ne répondons pas à leurs attaques. Nous restons concentrés sur la sécurité et le bien-être de Rose. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons doit viser à protéger cette petite fille. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents en Floride pour leur expliquer la situation. Ils ont été horrifiés et ont immédiatement proposé de venir en avion pour aider, mais je leur ai demandé d'attendre. J'avais besoin de gérer les procédures judiciaires initiales sans distraction, et je voulais que Rose ait une certaine stabilité chez Rachel. Amber, nous avons toujours su que la famille de David posait problème, a dit doucement ma mère. Nous espérions juste que tu le verrais avant que quelque chose comme ça n'arrive. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Aurais-tu écouté? Tu l'aimais et tu voulais que ça marche. Parfois, les gens doivent arriver à ces réalisations par eux-mêmes. Elle avait raison. J'avais rejeté les préoccupations de ma famille et de mes amis pendant des années, trouvant toujours des excuses au comportement de David et au traitement de sa famille envers Rose et moi. J'avais été si investie dans l'idée d'être une bonne épouse et de faire fonctionner mon mariage que j'avais ignoré tous les signaux d'alarme. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparation juridique. L'équipe de Margaret a travaillé jour et nuit pour monter notre dossier. Des enquêteurs privés ont recueilli des informations sur la famille de David. Des psychologues pour enfants ont évalué Rose et fourni des évaluations professionnelles du traumatisme qu'elle avait subi. Des experts financiers ont analysé les actifs et les revenus de David pour déterminer des arrangements de soutien appropriés. Rose, pendant ce temps, s'épanouissait chez Rachel, loin du stress constant de la famille de David. Elle dormait mieux, mangeait mieux et jouait plus librement. Elle avait commencé à dessiner des images de notre nouvelle vie, des images d'elle et moi dans une petite maison avec un jardin, loin des gens qui nous avaient fait du mal. Un dessin m'a particulièrement frappé. Il montrait Rose dans sa robe rose, mais dans cette version, elle se tenait derrière une haute clôture avec moi à ses côtés. De l'autre côté de la clôture se trouvaient des bonhommes allumettes avec des visages en colère, représentant clairement la famille de David. Le message était clair. Elle se sentait en sécurité quand il y avait des barrières entre elle et eux. Le docteur Amber Martinez, la psychologue pour enfants que Margaret avait recommandée, a passé plusieurs heures avec Rose et a fourni une évaluation détaillée.
Son rapport était accablant. Rose montre des signes clairs de traumatisme compatibles avec la violence familiale, a expliqué le docteur Martinez. Elle est hypervigilante autour des figures d'autorité adultes. Elle s'excuse excessivement et montre des signes de régression dans son développement émotionnel. Ce n'est pas le résultat d'un seul incident. C'est un schéma de violence psychologique qui s'est accumulé au fil du temps. Le rapport recommandait la cessation immédiate du contact avec les agresseurs, une thérapie continue pour Rose et une surveillance attentive de tout contact futur avec son père. Il notait également que Rose exprimait de la peur à l'idée de retourner à sa situation de vie antérieure et montrait une anxiété significative en discutant de la famille de son père. Quand David est rentré à la maison le lendemain matin, avec la gueule de bois et empestant l'alcool, il a trouvé une maison vide et une note expliquant que Rose et moi étions partis. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà mis mon plan en action. Voyez-vous, David et sa famille ont commis une erreur cruciale. Ils m'ont sous-estimé. Ils me voyaient comme une simple épouse et mère discrète, quelqu'un qui accepterait leurs abus et reviendrait en rampant. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient vraiment affaire. Je suis assistante juridique. Je travaille chez Morrison et Associés, l'un des meilleurs cabinets d'avocats en droit de la famille de l'État, depuis 6 ans. Je connais la loi. Je sais comment fonctionnent les divorces. Et je sais comment me protéger, moi et ma fille. Plus important encore, je documente tout depuis des années. Chaque commentaire méchant de bête. Chaque fois que David a choisi sa famille plutôt que Rose et moi, chaque cas de contrôle financier et de manipulation émotionnelle. J'avais des photos, des vidéos, des SMS et un journal détaillé remontant à 3 ans. J'avais commencé à tenir des registres quand j'ai réalisé que le comportement de la famille de David s'intensifiait, mais je n'ai jamais pensé que j'aurais réellement besoin de les utiliser. Le lundi après le mariage, j'ai demandé le divorce et une ordonnance de garde d'urgence. J'ai présenté des preuves du schéma de comportement de la famille de David, y compris des déclarations de témoins d'autres membres de la famille qui avaient vu le traitement de Beth envers Rose au fil des ans. J'ai également déposé une plainte à la police pour l'agression sur Rose et l'agression sur moi. Mais ce n'était que le début. Le dépôt de la plainte a provoqué une onde de choc dans la famille de David. Quelques jours après la signification des documents, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai changé de numéro 2 fois, mais d'une manière ou d'une autre, il continuait à obtenir le nouveau. Beth laissait des messages vocaux de plus en plus déséquilibrés, alternant entre menaces et supplications. Les messages de Carole sont devenus si virulents que Margaret m'a conseillé de demander une ordonnance restrictive. Mais la réponse la plus révélatrice est venue de David lui-même. Au lieu de m'appeler directement, il a contacté mon patron au cabinet d'avocats pour essayer de me faire virer. Amber fait une sorte de dépression nerveuse, a-t-il dit à Monsieur Morrison, mon associé principal. Elle porte de fausses accusations contre ma famille et a besoin d'une aide professionnelle. Je m'inquiète de sa stabilité dans un environnement juridique. Monsieur Morrison, à son crédit, m'a immédiatement appelé. Amber, je veux que tu saches que j'ai reçu un appel inquiétant de ton mari. Cependant, étant donné l'amitié de Linda avec toi et ce qu'elle m'a dit de la situation, je suis enclin à croire qu'il y a plus à cette histoire. J'ai organisé une rencontre avec Monsieur Morrison cet après-midi-là, en emmenant Margaret avec moi. Nous lui avons présenté toutes les preuves, les dossiers médicaux, les photos, l'historique documenté du comportement de Beth et les enregistrements du harcèlement de la famille de David. L'expression de Monsieur Morrison s'est assombrie à mesure qu'il examinait chaque pièce à conviction. Amber, je te dois des excuses. Quand ton mari a appelé, j'étais prêt à t'offrir un congé payé pour gérer ta situation personnelle. Maintenant, je suis prêt à t'offrir toutes les ressources de ce cabinet si tu en as besoin. Il avait aussi une nouvelle qui s'avérerait cruciale pour mon affaire. Je suis amie avec Tom Brennan, le mari de Carole, depuis 20 ans. Nous avons fait nos études de droit ensemble. Je pense qu'il doit savoir dans quoi sa femme a été impliquée. L'appel à Tom a été un chef-d'œuvre de courtoisie professionnelle et de révélation dévastatrice. Monsieur Morrison a simplement invité Tom à déjeuner, puis lui a présenté les preuves de l'agression de Carole sur moi et de sa défense de la maltraitance d'enfants. La réaction de Tom a été immédiate et décisive. Je n'en avais aucune idée, a dit Tom,
sa voix tremblante de colère. Carole m'a dit qu'il y avait eu un drame familial au mariage, mais elle a dit qu'Amber surréagissait à une discipline normale. Elle n'a jamais mentionné avoir craché au visage de quelqu'un ou avoir défendu quelqu'un qui frappait un enfant. Le cabinet d'avocats de Tom se spécialisait dans la défense de la famille et la protection de l'enfance. L'ironie que Carole soit mariée à quelqu'un dont la carrière était bâtie sur la protection des enfants contre les abus n'a échappé à personne. Tom a clairement indiqué que son mariage était en grave difficulté et il a commencé à consulter ses propres avocats quelques semaines plus tard. Pendant ce temps, l'enquête criminelle avançait. L'inspecteur Martinez avait interrogé plusieurs témoins du mariage et les preuves étaient substantielles. Le bureau du procureur traitait cette affaire comme un cas sérieux, bien qu'il m'ait prévenu que le processus judiciaire prendrait du temps. Madame Johnson, ces affaires prennent généralement 12 à 18 mois pour être entièrement résolues, a expliqué l'inspecteur Martinez. Nous voulons être minutieux et nous assurer d'avoir un dossier en béton avant de passer au procès. L'inspecteur a également révélé quelque chose qui m'a profondément inquiété. Nous avons parlé à d'autres membres de la famille, et ce n'est pas la première fois que Beth est violente avec des enfants. La femme du frère de David, Mark, nous a dit que Beth avait frappé leur neveu lors d'une réunion de famille il y a 2 ans. La famille a étouffé l'affaire à l'époque, mais elle est prête à témoigner maintenant. Cette révélation a ouvert une toute nouvelle voie d'enquête. L'inspecteur Martinez a commencé à interroger les membres de la famille élargie et les amis de la famille, découvrant un schéma de comportement troublant qui remontait à des années. Beth utilisait la discipline physique sur les enfants de la famille depuis des décennies, toujours avec l'approbation tacite de la famille, toujours étouffée et excusée. Au cours des mois suivants, le dossier s'est solidement monté. La situation professionnelle de David s'est détériorée progressivement à mesure que la rumeur se propageait dans son secteur. Bien qu'il n'ait pas été immédiatement licencié, les clients ont commencé à demander des conseillers différents et ses perspectives de carrière se sont considérablement assombries. Le poste de bénévole de Beth à l'hôpital a été mis en examen en attendant l'issue de l'affaire pénale. L'hôpital ne pouvait pas immédiatement mettre fin à ses 15 ans de service sur la base de simples allégations, mais ils l'ont discrètement réaffecté à des tâches administratives sans contact avec les patients pendant qu'ils menaient leur propre enquête. Un témoin particulièrement préjudiciable fut la tante de David, la belle-sœur de Beth, qui tenait des journaux détaillés sur les réunions de famille depuis des années. Ces entrées documentaient le comportement de plus en plus agressif de Beth envers les enfants, y compris plusieurs cas où elle avait discipliné des enfants qui n'étaient même pas ses petits-enfants. Elle a toujours cru que les enfants devaient être tenus en bride, a témoigné la tante lors de sa déposition. Elle a dit à plusieurs reprises que les parents d'aujourd'hui sont trop mous, que les enfants de son temps savaient mieux que de répondre ou de refuser les demandes des adultes. Elle se voit comme rendant service aux parents en enseignant le respect aux enfants. Ce témoignage était crucial car il établissait l'état d'esprit et le schéma de comportement de Beth. Il ne s'agissait pas seulement de la robe de rose. Il s'agissait de la conviction fondamentale de Beth qu'elle avait le droit de discipliner physiquement tout enfant qui ne répondait pas à ses normes de conformité. L'attention des médias a commencé lentement, mais s'est développée sur plusieurs mois. Les chaînes d'information locales ont d'abord repris l'histoire comme une simple affaire d'agression. Mais à mesure que des détails émergeaient sur la dynamique familiale et la famille riche et influente impliquée, l'intérêt a grandi. Le tournant est survenu lorsque quelqu'un a divulgué des parties du rapport de police à une chaîne d'information locale. Bien que la vidéo de sécurité complète n'ait pu être diffusée en raison de restrictions légales pendant l'affaire en cours, suffisamment de détails ont émergé pour brosser un tableau clair de ce qui s'était passé. C'était une preuve accablante qui contredisait toutes les excuses que la famille de David avait avancées. Au cours de l'année suivante, à mesure que l'affaire pénale progressait, l'histoire a attiré davantage l'attention sur les réseaux sociaux. Justice pour Rose est devenue périodiquement tendance sur Twitter. Des groupes Facebook dédiés à la protection de l'enfance ont partagé des mises à jour sur l'affaire. Des utilisateurs de TikTok ont créé des vidéos expliquant les procédures judiciaires et exprimant leur soutien à Rose. Les noms de Beth et Carole sont devenus reconnaissables dans notre communauté locale. Elles ne pouvaient plus se rendre dans leurs restaurants ou magasins habituels sans faire face à des regards inconfortables et des conversations chuchotées.
Carole a finalement été priée de démissionner de son poste au conseil scolaire alors que l'affaire gagnait en publicité. Le statut de bénévole de Beth à l'hôpital est resté en suspens tout au long des poursuites pénales. L'attention des réseaux sociaux a également fait émerger d'autres témoins. D'autres parents de l'école de Rose ont partagé des histoires sur le comportement inapproprié de Beth lors d'événements scolaires. D'anciens bénévoles de l'hôpital se sont manifestés avec des récits du comportement autoritaire et agressif de Beth envers les familles. Même d'anciens voisins ont partagé des histoires de plaintes pour bruit et de conflits de voisinage. La réputation professionnelle de David a progressivement souffert au cours des 18 mois qu'a duré la procédure pénale. La société de conseil financier où il travaillait l'a d'abord soutenu, mais à mesure que de plus en plus de détails devenaient publics et que les clients devenaient mal à l'aise, sa position est devenue intenable. Il n'a pas été licencié immédiatement, mais son portefeuille de clients a été discrètement redistribué et il a finalement démissionné sous la pression. La bataille juridique s'est intensifiée au fil du temps, alors que la famille de David réalisait qu'elle était confrontée non seulement à des problèmes de garde, mais aussi à une condamnation pénale potentielle et à une responsabilité civile. Ils ont engagé des avocats coûteux et des enquêteurs privés pour tenter de trouver des informations qui pourraient changer le récit. Leurs efforts d'enquête ont produit des résultats mitigés. L'enquêteur privé qu'ils ont engagé pour examiner mon passé n'a rien trouvé de préjudiciable, mais a découvert des preuves de la planification financière secrète de David et de l'historique de manipulation de sa famille. Lorsque le rapport final de l'enquêteur a été soumis aux avocats de David, Margaret a pu l'obtenir par le biais de la procédure de communication des pièces, révélant des informations qui se sont avérées cruciales pour notre affaire. Ton mari planifie un divorce potentiel depuis plus d'1 an, a révélé Margaret, me montrant les conclusions de l'enquêteur ainsi que les dossiers financiers découverts lors de la procédure. Il a transféré de l'argent sur des comptes auxquels tu n'as pas accès, consulté des avocats sur les stratégies de garde, et sa mère a fait des recherches sur les moyens de contester ton aptitude en tant que parent. Les preuves ont montré que David avait anticipé la fin de notre mariage et avait pris des mesures pour minimiser mes droits et maximiser son contrôle sur Rose. Il avait consulté plusieurs cabinets d'avocats sur les stratégies de garde, se concentrant sur les moyens de me dépeindre comme instable ou inapte. Il avait déplacé près de $50 000 sur un compte séparé et avait documenté des cas où j'avais été stressé ou dépassé en tant que parent. Plus inquiétant encore, il enregistrait nos conversations depuis des mois, espérant capturer des preuves d'instabilité ou d'inaptitude. Les enregistrements, obtenus par le biais de la communication des pièces, ont plutôt capturé les propres déclarations problématiques de David sur la priorité accordée aux exigences de sa famille, sur le bien-être de Rose et sa reconnaissance que sa mère était difficile. Mais son refus de fixer des limites appropriées. Je sais que ma mère peut être dure, disait David dans un enregistrement, mais c'est la famille. Amber doit apprendre à gérer ça. Rose doit apprendre à respecter ses aînés, même quand ils sont difficiles. C'est comme ça que la famille fonctionne. Dans un autre enregistrement, David a explicitement déclaré sa conviction que j'étais trop protectrice envers Rose et que le traitement dur de sa famille l'endurcirait pour le monde réel. Il avait prévu de demander la garde en se basant sur sa conviction que j'élevais Rose pour être trop douce et trop sensible. Les enregistrements ont révélé la profondeur de la trahison de David et son incompréhension fondamentale de la parentalité. Il voyait les abus de sa famille comme une formation de caractère plutôt que comme quelque chose de nuisible. Il voyait ma protection de Rose comme une faiblesse plutôt que comme une parentalité appropriée. Il avait monté un dossier contre moi pendant des mois, sans jamais imaginer que ses propres mots seraient utilisés contre lui. David travaillait comme conseiller financier dans une prestigieuse entreprise du centre-ville. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais amie avec la femme de son superviseur, Linda, depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés à l'école de Rose et avions sympathisé autour d'un café et de plaintes concernant les longues heures de travail de nos maris. Linda m'avait confié les politiques strictes de son mari concernant la conduite des employés et comment l'entreprise se targuait de ses valeurs familiales. Je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit directement à Linda. J'ai simplement mentionné lors d'un de nos cafés habituels que je traversais une période difficile et que la famille de David avait été inappropriée avec Rose. Linda, en amie concernée qu'elle était, a demandé des détails. Quand j'ai partagé à contre-cœur ce qui s'était passé au mariage, elle a été horrifiée.
Amber, tu sais que je dois en parler à Robert, n'est-ce pas? L'entreprise a une politique de tolérance zéro pour les situations de violence domestique. Il ne s'agit pas seulement de la vie personnelle de David. Il s'agit de la confiance que les clients placent en nos conseillers. En une semaine, David a été suspendu dans l'attente d'une enquête. L'entreprise ne pouvait pas risquer d'avoir un conseiller dont la famille était impliquée dans des allégations de maltraitance d'enfants. La carrière de David, qu'il avait mis 10 ans à construire, était soudainement en suspens. Mais je n'avais pas fini. Beth travaillait comme coordinatrice des bénévoles à l'hôpital pour enfants local. Elle occupait ce poste depuis 15 ans et en était incroyablement fière. Elle adorait raconter aux gens son travail important avec les enfants malades. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que les hôpitaux ont des politiques très strictes concernant les bénévoles, en particulier en ce qui concerne tout antécédent de violence contre les enfants. Je n'ai pas eu grand-chose à dire. J'ai simplement veillé à ce que les bonnes personnes soient au courant du rapport de police et de l'enquête en cours. L'administration de l'hôpital a agi rapidement. Beth a été discrètement démise de ses fonctions de bénévole et interdite d'accès à l'enceinte de l'hôpital. 15 ans de travail envolé. Carole pensait qu'elle était intouchable parce qu'elle était mariée à un avocat prospère. Mais son mari Tom était associé dans un cabinet spécialisé en droit de la famille et en défense de l'enfance. Quand Tom a découvert ce que Carole avait fait, non pas par des rumeurs, mais par des documents judiciaires officiels qui sont devenus publics, il était furieux. Tom m'a appelé personnellement pour s'excuser et me faire savoir qu'il envisageait ses propres options concernant son mariage. Apparemment, ce n'était pas la première fois que Carole montrait des tendances violentes, et Tom en avait assez de trouver des excuses pour son comportement. Pendant ce temps, David était en chute libre. Il était retourné vivre chez ses parents, avait perdu son emploi et faisait face à la réalité qu'il pourrait perdre entièrement la garde de Rose. Il a essayé de m'appeler des dizaines de fois, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Amber, s'il te plaît, on peut arranger ça. Ma famille a eu tort. D'accord, je l'admets. Reviens juste à la maison et on trouvera une solution. Puis les messages vocaux sont devenus colériques. Tu détruis ma vie pour rien. Rose n'a même pas été si blessée que ça. Et finalement, ils sont devenus pathétiques. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. S'il te plaît, ne m'enlève pas Rose. Je ferai n'importe quoi. Mais j'en avais fini d'écouter les excuses de David. Je les avais déjà entendues. Après chaque incident avec sa famille, le schéma était toujours le même. Sa famille faisait quelque chose d'horrible. J'étais contrariée. David trouvait des excuses. Je finissais par me calmer et rien ne changeait. Cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais la preuve de tout. La procédure de divorce a progressé régulièrement sur une période de 18 mois, parallèlement à l'affaire pénale. L'avocat de David lui a conseillé d'accepter des conditions raisonnables plutôt que de mener une bataille qui devenait de plus en plus difficile à gagner. J'ai obtenu la garde principale de Rose, avec un droit de visite supervisé pour David. J'ai reçu la maison, ma voiture et un règlement équitable qui nous assurerait, à Rose et à moi, un nouveau départ. Mais la vraie victoire est venue lorsque le procès pénal s'est enfin terminé. Rose et moi avions déménagé dans une nouvelle ville à environ 2 heures de la famille de David. Pendant que les procédures judiciaires se poursuivaient, j'avais trouvé un emploi dans un autre cabinet d'avocats, celui-ci spécialisé dans les droits des victimes. Rose se portait bien dans sa nouvelle école, se faisait des amis et travaillait avec un thérapeute pour surmonter tout ce qui s'était passé. David, pendant ce temps, avait perdu son élan de carrière et travaillait dans une plus petite entreprise pour un salaire nettement inférieur. Ses relations familiales étaient tendues. Beth faisait face à de graves accusations criminelles. Le mariage de Carole avec Tom s'était soldé par un divorce et David vivait seul dans un petit appartement. C'est alors que j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis 2 ans de procédure judiciaire. Madame Amber, la voix au téléphone était familière. C'est l'inspecteur Martinez du bureau du procureur du comté. Nous avons terminé le procès pénal et je voulais vous informer du résultat. Beth a été reconnue coupable d'agression sur mineur et a reçu 4 mois de prison plus 2 ans de probation.
Carole a été reconnue coupable d'agression et a reçu 60 jours plus des travaux d'intérêt général. Toutes deux ont été condamnées à suivre des cours de gestion de la colère et se sont vues interdire de contacter Rose ou moi. Le procès avait été approfondi et dévastateur pour Beth et Carole. De multiples témoins ont témoigné de leur schéma de comportement au fil des ans. D'autres membres de la famille se sont manifestés avec des récits de comportements inappropriés et de manipulation. La thérapeute de Rose a témoigné du traumatisme qu'elle avait subi, et les preuves médicales ont clairement soutenu la gravité de l'agression. Mais la vraie justice est venue en regardant leur monde s'effondrer progressivement autour d'eux au cours de ces 2 années. La réputation de Beth dans la communauté a été détruite. La femme qui avait passé des années à juger les autres était maintenant l'objet du jugement de tous. Son poste de bénévole à l'hôpital a été définitivement supprimé suite à sa condamnation. Le mariage de Carole s'est terminé par un divorce amer. Tom a obtenu la garde principale de leur fille, et Carole s'est retrouvée avec des droits de visite limités. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle a défendu l'agression de sa mère sur mon enfant, pour finalement perdre un accès régulier à son propre enfant. David ne s'est jamais complètement remis professionnellement. Il a finalement trouvé un travail stable, mais à un niveau bien inférieur à celui où il était auparavant. Il a emménagé dans un appartement modeste et passé ses visites limitées avec Rose à essayer désespérément de reconstruire une relation qu'il avait endommagée par sa lâcheté et son mauvais jugement. Quant à Rose et moi, nous nous sommes épanouis. Rose a grandi, forte et confiante, sachant que sa mère la protégerait toujours. Elle a excellé à l'école, s'est fait de merveilleux amis et n'a plus jamais eu à endurer une autre réunion de famille où elle était traitée comme une moins que rien. J'ai finalement rencontré quelqu'un de nouveau, un homme gentil et doux nommé Michael, qui a traité Rose comme sa propre fille et qui a compris qu'un vrai homme protège sa famille, pas ne cautionne leurs agresseurs. Nous nous sommes mariés 4 ans après mon divorce, et Rose a gagné la figure paternelle qu'elle méritait. Le dernier chapitre est arrivé 7 ans après l'incident du mariage. David a pris contact par l'intermédiaire d'avocats, demandant plus de temps avec Rose. Il a prétendu avoir changé, avoir appris de ses erreurs, vouloir être un vrai père. Rose, maintenant âgée de 13 ans et sage au-delà de son âge, a pris sa propre décision. Je ne veux pas le voir plus, a-t-elle dit au juge du tribunal de la famille. Il a laissé grand-mère me faire du mal et il ne s'est jamais vraiment excusé correctement. Michael est mon vrai papa maintenant. Le juge a respecté les souhaits de Rose. Les visites de David sont restées limitées à des visites supervisées occasionnelles, et Rose a obtenu le droit de les refuser en vieillissant. J'ai entendu par des connaissances communes que David ne s'est jamais complètement remis de nous avoir perdus. Il a détruit la meilleure chose de sa vie pour maintenir la paix avec sa famille toxique. Beth et Carole lui avaient tout coûté. Sa femme, sa fille, sa carrière, son avenir. Et pourquoi? Une robe. La robe rose d'une petite fille avec des fleurs dessus. La robe, d'ailleurs, est toujours suspendue dans le placard de Rose. Elle l'a gardée comme un rappel du jour où sa mère a prouvé que personne, pas même la famille, ne serait jamais autorisé à lui faire du mal sans conséquence. On me demande souvent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. On se demande si je suis allée trop loin, si j'ai été trop dure, si j'aurais dû essayer d'arranger les choses pour le bien de Rose. Ma réponse est toujours la même. J'ai protégé ma fille. Je lui ai montré qu'elle avait de la valeur, que ses limites comptaient et que personne n'avait le droit de la maltraiter. Je lui ai appris que les actions ont des conséquences et que se défendre n'est pas méchant, c'est nécessaire. La famille de David pensait pouvoir nous traiter, Rose et moi, comme des paillassons parce qu'ils s'en étaient tirés pendant des années. Ils pensaient que leur nom de famille et leur sentiment de supériorité les protégeraient de toute conséquence réelle. Ils avaient tort. Parfois, les plus discrets sont les plus dangereux. Parfois, les personnes que vous sous-estimez sont celles qui planifient leur évasion depuis le début. Et parfois, quand vous giflez une fillette de 6 ans pour une robe, vous découvrez que sa mère n'est pas quelqu'un que vous voulez avoir comme ennemi. Je n'ai pas cherché à détruire la famille de David. J'ai cherché à protéger ma fille et à construire une vie meilleure pour nous deux. Le fait que la famille de David ait fait face aux conséquences de ses actes était de la justice, pas de la vengeance. Rose a maintenant 13 ans, elle est confiante et forte.
Elle connaît sa valeur, et elle sait qu'elle n'a jamais à accepter les abus de qui que ce soit. David la voit quelques fois par an, et elle est polie mais distante. Beth et Carole ne l'ont jamais revue depuis ce jour au mariage. Quant à moi, j'ai bâti une carrière réussie en aidant d'autres femmes et enfants à échapper à des situations abusives. Je me suis remariée à un homme merveilleux qui aime Rose comme sa propre fille. Nous avons 2 autres enfants ensemble, et notre maison est remplie de rire et d'amour, des choses qui étaient rares dans mon premier mariage. Aux dernières nouvelles, David était toujours célibataire, travaillant toujours à une capacité réduite, payant toujours le prix d'avoir choisi sa famille toxique plutôt que sa femme et sa fille. Beth a purgé sa peine de prison et vit maintenant tranquillement, sa réputation définitivement ternie. Carole s'est remariée une fois, mais ça n'a pas duré. Son schéma de comportement a fini par refaire surface. Ils ont tous tout perdu pour la robe d'une fillette de 6 ans. Mais en réalité, ils ont tout perdu parce qu'ils ont choisi la cruauté plutôt que la gentillesse, l'arrogance plutôt que l'empathie, et le pouvoir plutôt que l'amour. Parfois, je passe devant le lieu où s'est déroulé le mariage de Marc, et je me souviens de ce moment où tout a changé. Le moment où j'ai réalisé que je méritais mieux, que Rose méritait mieux, et que j'avais le pouvoir de le réaliser. Cette gifle a tout changé. Elle a mis fin à mon premier mariage, mais elle a sauvé ma vie. Et la robe de Rose, elle est toujours suspendue dans son placard, un rappel que parfois les plus petites choses peuvent tout changer, et que se battre pour ce qui est juste en vaut toujours la peine, peu importe le coût. La meilleure vengeance, dit-on, est de bien vivre. Mais parfois, la meilleure vengeance est aussi de s'assurer que les personnes qui ont blessé votre enfant subissent les conséquences appropriées de leurs actes.